Le fossé se creuse entre nos représentants et nous. Qui représentent-ils, ces représentants qui vont eux-mêmes mourir et sans doute ne s'inquiètent pas de leur mort parce qu'eux pourront mourir sans doute plus facilement que le citoyen moyen. On meurt mal en France, tu l'as dit, ça a été dit tout à l'heure, tu l'as dit, on ne devrait plus mal mourir en France, on ne devrait plus mourir autrement que selon les lois de la République. Ça serait une loi nécessaire, presque, je crois, la loi pour mourir dans la dignité. Il faudrait y réfléchir. Et si d'ici 5 ans, on est encore au cirque d'hiver à réclamer ce droit, alors là, on va se fâcher très fort. Merci, j'espère que non, on n'aura pas encore à attendre 5 ans. Je vous rappelle que la DMD a 37 années d'existence et donc on espère que cette fois-ci, ça va être enfin la bonne occasion. À toi Philippe. Et on va en avoir un aperçu cet après-midi puisque les candidats à l'élection présidentielle ou leurs représentants, vous le savez, vont vous dire ce qu'ils comptent faire s'ils sont élus président de la République. Alors comment on va essayer de tenir le timing? Je vais me permettre de citer, mais vous allez les applaudir à chaque fois, plusieurs des personnalités qui sont encore avec nous. Pascal Roberts, Pauline Delpech, Philippe Catteau, Sandrine Mazotier, Sebada Goma qui va nous rejoindre, Véronique Neyertz ou encore Yannick Jadot. Et donc, merci d'ailleurs Véronique qui est là et qui est toujours là. François de Closet qui est toujours à nos côtés. Où il est de ton côté, vous pouvez l'applaudir. Il a mené depuis si longtemps ce combat à nos côtés. Et puis je voudrais là citer particulièrement la Libre Pensée, la fédération de la Libre Pensée qui vraiment soutient énormément la DMD ces dernières années et ces derniers mois. Son secrétaire général David Gozlan est à nos côtés. Je vais lui laisser quelques minutes la parole. Bien, écoutez, nous apportons aussi le salut très fraternel et chaleureux de la Fédération nationale de la Libre Pensée. Comme il a été dit précédemment, effectivement, c'est un combat qui nous tient à cœur parce que c'est un combat pour la République. La République, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. Et pour acquérir cette loi de liberté, il nous faut d'abord passer outre et aller vers cette égalité. Cette égalité face à la mort. Parce qu'une fois mort, effectivement, nous sommes tous égaux. Mais face à la mort et pour choisir notre propre mort, il nous faut une loi et qui soit une loi de liberté pour appliquer l'égalité. Et je dirais c'est aussi l'expression là de notre fraternité. Dans sa lettre à Épicure, sa lettre à Ménécée, Épicure disait la mort n'est rien et ce qui est essentiel pour nous, c'est tout ce qui la précède. Et dans ce qui la précède, pour nous, c'est justement de pouvoir choisir, de faire ce choix, mais de le faire dignement. Et sur cette question d'égalité, je reviens. Ce qui est profondément inégalitaire pour nous, c'est effectivement que des gens avec de l'argent, des moyens, puissent choisir leur mort au-delà des frontières et que les citoyens lambda ou les citoyens comme vous et moi ne puissent pas choisir leur mort dans cette dignité qui est nécessaire à la vie. Voilà, et la Fédération nationale de la libre pensée vous remercie pour l'invitation, appuiera et appuie toujours les combats de la DMD. Nous saluons toutes les délégations parce que là aussi nous sommes dans des combats départementaux qui sont essentiels, qui sont des combats de... Pour votre présence aujourd'hui, pourquoi? Pourquoi? Parce que pour moi, mourir dans la dignité, c'est vivre dans la dignité. C'est choisir. C'est ne pas obéir. C'est dans mon caractère et je vois que je ne suis pas seul. Je vais écrire un spectacle qui va s'appeler sans doute « Mourir de rire ». On le dit souvent. Et c'est vrai que... Voilà. Et j'entrerai sur scène en disant que je veux dire au revoir au public avant de mourir, d'ailleurs. J'en aperçois dans l'Assemblée qui n'en ont pas pour longtemps.
Enfin voilà, j'ai pris des notes pour faire un spectacle avec ça. Ce ne sera pas des sketchs, ce sera ce qu'on appelle un monologue qui durera ce qu'il durera. Et voilà. Et je pense qu'en effet, la mort, moi j'ai commencé à y penser très jeune, parce que j'étais très malheureux avec ceux qui étaient censés être mes parents. Et le suicide, l'idée du suicide ne m'a jamais quitté. J'aime la vie, j'ai la chance d'avoir une vie qui me plaît. Mais d'abord, je reprends une phrase de mon ami Jacques Brel, j'ai mal aux autres. J'ai un mal fou à dire que je vais bien quand je sais que tant de gens vont mal. Mais mourir dans la dignité, certes, mais je vais peut-être patienter encore quelque temps. Merci beaucoup, Guy Bedos. Voilà, merci pour ces quelques témoignages qui permettent de lancer cet après-midi ce grand rendez-vous où vous allez dans un instant entendre les différents candidats à l'élection présidentielle vous donner leur position sur cette question de la fin de vie. On le voit dans cette salle, c'est une question qui concerne tous les âges. C'est pour ça que je vous demande d'accueillir maintenant Christophe Michel, secrétaire général de l'ADMD, co-responsable des jeunes de l'ADMD, et Mélanie Raphaël Béthune, co-responsable également des jeunes de l'ADMD. Bonjour à tous, merci d'être là. Alors, on va vous parler d'une chose très importante, la tournée qu'on fait pendant l'été. Je suis certaine que vous en avez tous entendu parler, n'est-ce pas? Un peu plus fort, non? Merci. Alors, justement, si vous en avez tous entendu parler, c'est parce que ça fait 3 ans qu'on l'a fait. Et visiblement, l'État vient un peu de le découvrir. Il faut faire de l'information sur la loi fin de vie. Voilà. Donc, il y a une campagne qui vient d'être lancée sur cette loi. Et nous, ça fait 3 ans qu'avec la magnifique équipe des jeunes, vous en voyez une partie derrière, partout dans la salle. Alors, nous avons une équipe qui est très mobilisée, partout sur le terrain. Une magnifique équipe, parce qu'à l'ADMD, nous sommes tous mobilisés pour faire avancer les choses. Et nous avons réussi à avoir une équipe de jeunes hyper mobilisés, partout dans les délégations, sur le terrain. Et comme nous le disions, nous faisons de l'information pendant l'été. Alors qu'est-ce que c'est? Une tournée, on prend un bus et on fait de l'information sur la loi fin de vie. Cette information, elle est très utile parce qu'elle permet à tous de savoir ce qu'est la loi fin de vie, de rédiger ces directives anticipées et du coup, de pouvoir se prémunir, faire un choix, un vrai choix. Alors un vrai choix qui est un peu amputé, parce que nous on le sait, on veut une loi complète. Mais pour ça, il faut déjà savoir ce qu'est la loi actuelle. Donc nous on fait cette information, et on continuera de le faire. Alors, on continuera de le faire parce que c'est très important, à la fois d'informer, mais aussi d'être visible. D'être visible pour faire encore plus, encore mieux. Et sur la visibilité, je vais laisser la parole à notre magnifique co-responsable des jeunes, Christophe. On peut applaudir très fort Mélanie et puis les jeunes qui sont présents évidemment derrière. Mélanie l'a très joliment indiqué, vous avez vu chez les jeunes de la DMD, on se fait beaucoup de compliments parce qu'il faut en faire parfois. Et donc on est évidemment très heureux de vous retrouver ici parce que c'est vrai que c'est important de rappeler en permanence que le combat qu'on porte, et vous le savez, est un combat intergénérationnel qui concerne évidemment à tout âge. La question de la fin de vie concerne aussi les jeunes, parfois malheureusement on l'oublie. Et c'est pour ça que nous avons voulu créer la DMD Tour qui permet d'avoir une vraie visibilité sur la question de la fin de vie, d'avoir cette volonté de parler de la question de la fin de vie sans aucun tabou. Tant mieux, comme l'a dit Mélanie, que l'État s'y mette enfin, parce qu'on se sentait bien seul sur la question de l'information des droits des patients ou
sur les directives anticipées. Et j'espère qu'aujourd'hui, nous allons entendre des messages clairs, des messages positifs, parce qu'il faut enfin, comme l'a très joliment dit aussi Noël Châtelet, je ne veux pas que dans 5 ans, on se retrouve encore ici au Cercle d'Hiver, même si je vous aime beaucoup, même si j'aime beaucoup les jeunes de la DMD, je pense qu'à un moment donné, j'ai envie d'aller à la plage au mois de mars. Ça nous évitera de se mobiliser sur cette question-là, parce que oui, on aura enfin notre liberté. Donc j'espère qu'on aura des positions et de la visibilité forte sur ces questions-là. Et vous allez voir maintenant un très joli clip de l'ADMD Tour. Le voici. Alors aujourd'hui, c'est le lancement du 2e ADMD Tour, c'est-à-dire que les jeunes de l'ADMD vont partir pour un mois, 23 dates exactement, à travers la France, à la fois pour convaincre les gens autour de la question du droit de mourir dans la dignité et leur parler des directives anticipées. Nous pensons que dans un pays démocratique, à un moment, on va quand même entendre 90% des Français qui veulent une autre loi, qui veulent une loi qui mette celui qui meurt au centre de la décision et non pas les gens qui sont autour du lit comme c'est le cas aujourd'hui. On a voulu être un peu plus au concret. Donc ça signifie qu'on va avoir un temps d'écoute beaucoup plus important vis-à-vis des personnes qui viennent nous voir, parce qu'on s'est rendu compte sur la première tournée que beaucoup de personnes avaient besoin d'être écoutées. Et donc on a aménagé à l'intérieur du bus une zone qui est plus adaptée pour un échange plus simple, plus cordial. Le vivre ensemble, c'est aussi cela finalement. C'est tout simplement par la tolérance, accepter que certains puissent décider à un moment donné de mourir comme ils l'entendent. Et pas comme soit l'État, la loi, soit les médecins décident de nous laisser mourir finalement. Parler des directives anticipées, c'est important parce qu'aujourd'hui, si la loi ne nous permet pas de décider des conditions de notre fin de vie, le seul document qui nous protège à minima, c'est les directives anticipées. C'est important d'écrire les choses. On est extrêmement altruiste quand on écrit son testament pour donner ses biens à ses proches et pour éviter qu'ils se déchirent entre eux au moment de notre mort. Il faut aussi penser à soi-même, à son propre corps. Vous savez, les femmes ont dit à un moment « mon corps m'appartient », eh bien notre mort nous appartient et donc il faut l'écrire dans l'hypothèse où on ne serait plus capable de le dire au moment de la mort. Il est quasiment 14h45, on a un petit quart d'heure en retard, on dit que c'est le quart d'heure angevin chez moi, c'est le quart d'heure de la douceur. En tout cas, soyez les bienvenus, il va être temps de lancer officiellement cet après-midi ce meeting de la DMD. Merci à vous tous d'être là, soyez les bienvenus. Certains ont un peu galéré pour arriver jusqu'ici, merci d'avoir fait les efforts. Bienvenue également à ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux, derrière leur écran. Vous avez raison d'être là parce que c'est un après-midi important que l'on va vivre tous ensemble. Vous le savez, 2017, c'est une année particulière, je n'apprends rien à personne, une année présidentielle évidemment. Et aujourd'hui, la donne a changé. Le Conseil constitutionnel a validé ce matin le nombre de candidats qui seront sur la ligne de départ. Il y aura 11 candidats. Vous aurez le choix entre 11 personnes pour que l'une d'elles devienne votre futur président de la République. Alors on a beaucoup dit ces derniers temps qu'on ne parlait pas du fond dans cette campagne. Eh bien cet après-midi, au Cirque d'Hiver, on va donner le coup d'envoi justement des débats de fond. Parce qu'on va parler d'un sujet essentiel, un sujet qui vous mobilise tous, beaucoup, un sujet qui vous intéresse, celui de la fin de vie. L'ADMD a demandé à l'IFOP, pour cette journée exceptionnelle, de mener une enquête auprès des Français. On y découvre des chiffres passionnants qu'on va vous détailler tout au long de l'après-midi. Et 2 chiffres pour lancer cet après-midi. 90% des Français sont favorables au suicide assisté. 95% des Français sont favorables dans la nouvelle législature à une nouvelle loi sur l'euthanasie. C'est vous dire que vous n'êtes pas seul dans ce cirque d'hiver. Alors face à ces chiffres, évidemment,
vous attendez des réponses, vous attendez quelque chose de concret, vous attendez des projets présidentiels. C'est ce qui va se dérouler cet après-midi. Les candidats qui nous font l'honneur d'être là, leurs représentants qui sont là, vont venir se succéder pour vous dire ce qu'ils feront sur cette question de la fin de vie s'ils sont élus président de la République. Quel est leur projet exact, comment ils voient les choses. On va donc apprendre beaucoup de choses cet après-midi. On va avoir les informations que beaucoup d'entre vous attendaient. Ce sera donc une après-midi particulièrement riche. On va donc lancer très officiellement ce meeting. Et pour ce faire, je vous demande d'applaudir, évidemment, comme il se doit, le président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, monsieur Jean-Luc Romero. Se fait désirer. On va tout arrêter. On va tout arrêter. On va tout arrêter. Jean-Luc adore les applaudissements, donc on va lui refaire une entrée. Non, il ne s'est pas enfui, il est parti accueillir dignement, tel un président d'association, Benoît Hamon, qui est en train d'arriver. Donc on va lui laisser quelques minutes, on ne peut pas lui en vouloir, évidemment, Benoît Hamon qui a fait le déplacement. Plusieurs candidats représentants, je vous le disais, vont se succéder. Voilà, il a fait son travail de président. Je vous demande de l'applaudir dignement. Le président de la DMD, Jean-Luc Romero. Bonjour à toutes et à tous, je vous l'ai déjà dit, donc je recommence, mais je vais être très très court puisque je l'aurai l'occasion de conclure cette grande réunion. Merci encore à ceux qui ont pu venir jusqu'ici, ceux qui ont fait l'effort. On est une grande association aujourd'hui, 70 000 adhérents, vous vous rendez compte? Et Philippe vient de vous le dire il y a quelques secondes, plus de 9 Français sur 10 sont avec nous. Donc qu'attendent aujourd'hui les politiques? 100% des Français vont mourir. Je rappelle que notre ami Guy Bedos nous l'a rappelé tout à l'heure d'une manière un peu crue. J'espère qu'on ne vous annonçait pas une mauvaise nouvelle tout à l'heure. Mais on a l'impression qu'un certain nombre de responsables politiques ne le savent pas aujourd'hui. Il faut qu'ils nous entendent. Il faut que dans nos départements, dans nos régions, on crie fort dans les mois qui viennent parce que ce n'est pas possible d'avoir 9 Français sur 10 qui veulent la légalisation de l'euthanasie, qui veulent la légalisation du suicide assisté et qui veulent aussi, parce que M. Leonetti qui nous a parlé autant des soins palliatifs pendant toutes ces années, qu'a-t-il fait? À peine 20% des Français en bénéficient. Il faut donc une loi pour tous les Français, parce que notre loi c'est une loi républicaine, c'est une loi laïque et c'est une loi qui permettra à chacun de choisir ce qu'il souhaite en fin de vie, l'accès universel aux soins palliatifs d'un côté et l'euthanasie et le suicide assisté. Voilà, nous allons entendre dans quelques minutes les candidats ou leurs représentants à l'élection présidentielle. Je les remercie. Soyons respectueux. On va entendre des choses qui ne vont pas nous plaire aussi, c'est normal. Mais ceux qui ont eu le courage, qui sont venus ici, qui ne partagent pas forcément notre avis, eh bien, respectons-les. On n'en pense pas moins, bien sûr, mais c'est normal. C'est aussi ça, le débat démocratique. Et pour ouvrir officiellement cette réunion, celle qui nous soutient depuis toujours, celle qui partage toutes les valeurs de la DMD et qui partage beaucoup d'autres valeurs humanistes et surtout celle qui est la maire de Paris, notre amie Anne Hidalgo. Merci, cher président, cher Jean-Luc, merci, chers amis, et bienvenue à Paris. Paris, la ville de tous les combats, la ville des libertés. Quand je dis ça, ce n'est pas simplement un mot d'introduction, c'est que c'est la réalité. Cette ville, notre ville, la ville dont j'ai l'honneur d'être la maire aujourd'hui, est une ville qui a toujours été à l'avant-garde des conquêtes pour les droits, des conquêtes pour la République. C'est ici qu'elle a été proclamée. D'ailleurs, la Deuxième République proclamée à l'Hôtel de Ville de Paris. C'est une ville qui, par sa force, sa richesse, par les influences croisées, des influences qui viennent de tous les continents. Combien de personnes sont venues chercher ici refuge, sont venues chercher de l'inspiration, qu'il s'agisse d'artistes, de créateurs, de philosophes, d'intellectuels, de citoyens tout simplement, qui venaient chercher aussi dans cette ville de quoi pouvoir vivre, se projeter, faire valoir toutes les valeurs qui sont aujourd'hui nos valeurs, ces valeurs humanistes qui nous unissent.
Eh bien, cette ville est très engagée aussi sur tous ces droits. Sur la question du droit à mourir dans la dignité, je veux le dire ici devant Jean-Luc Romero, sans la mobilisation de toutes celles et ceux qui nous ont permis de mettre des mots sur quelque chose de complexe. Parler de la mort quand on aime autant la vie, c'est toujours difficile. Mais vous nous avez permis de mettre des mots, je pense aux artistes, et quand Guy Bedos nous invite à mourir de rire, j'ai tellement envie de mourir de rire et de continuer à vivre parce que, voilà, parce qu'on partage ce goût de la vie. Quand Noël Châtelet aussi nous fait partager le combat de sa mère, le combat d'une fondatrice de ce mouvement immense qu'est la DMD, elle nous a mis aussi des mots qui nous ont touchés. Moi, je me suis aussi enrichie de tous ces apports qui sont ces apports de femmes et d'hommes qui, à un moment donné, ont voulu parler de ce passage de la vie à la mort et ont voulu en parler en portant ces mêmes valeurs qui font de nous des êtres vivants, engagés, conscients, lucides, responsables, les héritiers du siècle des Lumières, les héritiers d'une république à laquelle nous nous accrochons, mais que nous défendons tout aussi fort. Paris est cette ville-là. Et je suis toujours heureuse d'être aux côtés de Jean-Luc et de tous nos amis dans ces combats et dans ce combat en particulier. Il est clair que, et cela a été très très bien dit avant moi je suis une républicaine, une laïque, une féministe convaincue et j'ai toujours pensé que c'est le gouvernement des femmes et des hommes, la volonté humaine qui doit décider de nos destins. Chacun d'entre nous peut avoir une conviction, une confession religieuse ou pas. Ce n'est pas le sujet. Ce qui nous unit, ce qui nous permet de vivre ensemble dans le respect, dans la dignité, le respect de ce que nous sommes et de nos différences, ce sont les lois, ces lois de la République, ces lois qui sont tout simplement le produit de ce que nous décidons ensemble, d'une volonté humaine. Et cette volonté humaine, aujourd'hui, même s'il y a eu des avancées, on ne va pas les nier, elle n'est pas allée au bout de ce que nous souhaitions. Cette volonté humaine, aujourd'hui, elle ne permet pas dans la loi à chacune et chacun d'entre nous de pouvoir décider du moment de ce passage et comment on peut l'envisager face à la maladie, face aux drames qui peuvent nous toucher les uns et les autres. La loi, cette loi humaine, ne nous a pas encore donné cette possibilité qui est pourtant inscrite au fronton de nos bâtiments républicains, la liberté, liberté de choisir, liberté de décider pour soi, liberté de choisir ce que nous voulons faire de notre corps, de notre vie, l'égalité, parce qu'il y a une rupture d'égalité, et nous le savons, et avec beaucoup d'hypocrisie, on fait comme si ça n'existait pas, et pourtant, vous l'avez dit avant moi, il y a une rupture d'égalité quand certains peuvent, parce qu'ils ont et les moyens et les réseaux d'information, s'orienter vers un accompagnement digne de leur fin de vie. Et puis, il y a un problème de fraternité. Il y a un problème de fraternité lorsqu'effectivement, chacune et chacun d'entre nous, les familles, sont livrées à des choix difficiles, à vraiment des difficultés dans ce que l'on peut faire, ce que l'on doit faire, comment on doit le faire. Et tous nous sommes confrontés à cela à un moment ou à un autre de notre vie. Et donc aujourd'hui, la devise républicaine, elle est en panne sur ce droit que nous devons conquérir. C'est un des droits que nous devons encore conquérir, et je fais toujours, comme beaucoup ici, le parallèle entre ce droit à mourir dans la dignité, donc à vivre dignement jusqu'au bout de sa vie, avec le droit des femmes pour disposer librement de leur corps et notamment le droit à l'avortement. Le parallèle est évident, à la fois dans le processus qui fait qu'on est dépossédé souvent de ce droit. On peut être dépossédé de ce droit si la loi ne l'organise pas, et finalement ce droit peut appartenir à d'autres, à ceux qui
posent leurs convictions religieuses, mais qui ne sont pas la loi humaine, c'est la loi divine, à ceux qui posent leur expertise médicale, mais qui sont des experts en qui nous avons besoin, dont nous avons besoin et en qui nous avons confiance, mais qui ne sont pas ceux qui doivent décider pour chacun de nous de ce que nous voulons faire de notre corps. Et je fais ce parallèle, bien sûr, comme beaucoup d'entre vous ici, en pensant que c'est une des grandes conquêtes que nous devons encore obtenir. Donc, il faut arrêter l'hypocrisie, il faut regarder en face ce que nous sommes, les valeurs de cette République. Je suis tellement heureuse de me dire aujourd'hui, c'est parfois un peu rare, de se sentir tellement majoritaire dans le pays, que finalement, merci à l'IFOP et à l'ADMD de nous donner l'occasion de se sentir ultra majoritaire, parce que penser comme plus de 90% des Français, c'est quand même pas mal, ça fait plaisir. Et je pense que nous devons maintenant franchir le pas. Bien sûr, permettre aux soins palliatifs, et il y a eu beaucoup d'avancées dans ce domaine-là, d'être une réponse pour ceux qui vont vers cette réponse-là, mais permettre aussi à ceux qui veulent terminer leur jour dans la dignité, qui pensent qu'ils veulent aussi s'épargner et épargner à leurs proches des souffrances, de pouvoir le faire dans le cadre des lois de notre République. C'est un très beau combat laïque, c'est un très beau combat républicain qui nous unit aujourd'hui. Je veux vous dire que je serai vraiment toujours à vos côtés, ensemble, engagés pour la conquête de ce droit. Et je veux dire aussi en conclusion que ça suffit de parler, il faut agir. Merci. Un très beau débat démocratique, ce sont les mots de la maire de Paris. C'est ce qui va avoir lieu cet après-midi au Cirque d'Hiver. On va à présent entendre le positionnement, les projets sur cette question de la fin de vie des différents candidats à l'élection présidentielle. Jean-Luc le disait à l'instant, mais on va le rappeler, évidemment, vous allez avoir face à vous des candidats qui ne partagent pas forcément la majorité, qui ont aussi leurs avis. On va vous demander de les écouter sereinement parce qu'il faut justement que ce débat démocratique il ait lieu. On va commencer avec un premier candidat qui n'est pas là physiquement, qui a peut-être empêché certains d'entre vous d'arriver là sereinement. C'est Jean-Luc Mélenchon qui, vous le savez, réunit ses troupes juste à côté. Jean-Luc Mélenchon va entendre sa porte-parole dans un instant, mais juste avant, il a tenu à vous envoyer un petit message. Regardez-le. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis représenté dans vos rangs par Madame Danielle Simonet, conseillère de Paris. Mais je suis heureux que vous m'ayez donné l'opportunité de m'exprimer par le biais de cette vidéo. Croyez que j'aurais aimé me trouver directement et personnellement devant vous, comme ce fut le cas en 2012. Cependant, et comme vous le comprenez bien, cette journée du 18 mars est pour moi entièrement occupée par la conduite de la marche qui, de la Bastille à la République, va réclamer le passage à la 6e République et l'abolition de la monarchie présidentielle. Il y a dans mon esprit un lien très étroit entre la question qui occupe votre rencontre et cette modification de la Constitution de notre pays par le peuple lui-même. Pourquoi ? Pour ma part, je milite pour que l'on constitutionnalise les libertés fondamentales de la personne humaine, celles qui sont apparues au fil du temps comme absolument innégociables, inaliénables, attachées directement à l'idée que nous nous faisons de notre dignité personnelle. Je pense ici, bien sûr, au droit à l'interruption volontaire de grossesse, mais évidemment aussi au suicide assisté, dont je suis partisan qu'il soit inscrit comme un droit constitutionnel. C'est vous dire l'importance que j'attache à cette question. Non pas par mes seules convictions personnelles, qui en effet me poussent à considérer cette option comme une des garanties fondamentales de ma liberté, puisque devant une situation face à laquelle je ne saurais plus que faire contre, je disposerai en toute humanité du droit d'en finir par moi-même. Mais je le crois nécessaire comme une liberté à apporter à toute la société, à chaque personne individuellement. Naturellement, le proposer, ce n'est pas en disposer, et seuls les esprits superficiels font un amalgame entre la liberté et le fait d'en user. Il y a pour nous quelque chose de plus grand que nous-mêmes. C'est l'idée que nous restons maîtres de nous-mêmes, en toutes circonstances et jusqu'au bout.
Voilà pourquoi je crois que cette inscription dans la Constitution correspondrait à un grand pas en avant vers davantage d'humanité dans notre société. Et c'est pourquoi je vous suis si reconnaissant du combat que vous menez au fil des mois, au fil des années, pour faire avancer cette idée et en montrer non pas le caractère macabre ou sinistre, mais au contraire joyeux de cette vérité qu'un individu s'appartient en toutes circonstances. Merci. Jean-Luc Mélenchon, dont on va accueillir la porte-parole Danielle Simonet, élue parisienne au Conseil de Paris, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, candidat du Front de gauche à l'élection présidentielle. Et avant de vous donner la parole, un chiffre, parce qu'on vous l'a dit, la DMD a commandé une étude auprès des Français, une étude IFOP sur le regard des Français sur cette question de la fin de vie. Et on a décliné cette enquête candidat par candidat. Eh bien, 94% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon sont favorables au suicide assisté. Ils sont tout autant à être favorables à une nouvelle loi sur l'euthanasie. C'est pas pour vous mettre la pression, mais vous avez quand même 15 minutes pour nous dévoiler désormais le projet présidentiel de Jean-Luc Mélenchon sur ces questions. Merci. D'abord, merci à vous toutes et tous. Merci Jean-Luc Romero. Merci à tous les militants de l'association ADMD de porter ce combat. Parce que vous portez ce combat depuis plusieurs années. Et puis, je sais, pour avoir participé à plusieurs reprises au rassemblement chaque année, eh bien, je sais aussi toute l'énergie que vous mettez en place, en tournant dans toute la France, pour convaincre les consciences de la nécessité d'arracher cette ultime liberté, le droit de mourir dans la dignité. Et c'est extrêmement important parce que on voit bien que la bataille que vous portez, que vous menez, et à laquelle nous adhérons à 300% avec Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, c'est essentiel. Et on est maintenant majoritaire. On est majoritaire dans le peuple. Donc ça veut dire que c'est possible. C'est tout à fait possible. Évidemment, on enrage de voir les deux gouvernements précédents, de toute leur lâcheté et de toute leur hypocrisie, qui n'ont pas été capables de comprendre l'évolution des consciences dans la société pour enfin assumer d'inscrire dans la loi cette nécessaire avancée. Alors, comme Jean-Luc Mélenchon vous l'a dit, il aurait souhaité être parmi vous, mais aujourd'hui, précisément, de Bastille à République, nous organisons cette grande marche populaire et festive pour la 6e République. Et oui, c'est un rapport. Et oui, c'est un rapport parce que nous devons en finir avec la monarchie présidentielle, nous devons permettre de restaurer la souveraineté du peuple, et on le voit bien sur cette question précise. Si ceux qui nous dirigent ne sont pas capables de mettre en place l'expression de la volonté populaire, alors il faut aussi changer les règles du jeu. Et dans ce changement de règles du jeu, il faut évidemment renforcer, qu'il y ait une véritable démocratie qui puisse fonctionner, mais il faut aussi inscrire les droits humains supplémentaires dans notre Constitution. Et je souscris tout à fait aux parallèles qui ont été faits précédemment avec la question de cette liberté féministe de se dire « mon corps m'appartient ». Et oui, nous souhaitons inscrire dans la Constitution le droit à l'avortement. Et de la même manière, nous souhaitons inscrire dans la Constitution le droit de mourir dans la dignité. Le droit, cette ultime liberté sur notre fin de vie. Mon corps m'appartient, ma vie, ma mort m'appartiennent. Cette idée-là, elle est importante. Jean-Luc Mélenchon, président de la République, convoquera la Constituante. Ça veut dire que dans toute la France, eh bien, le débat aura lieu. Quelles règles du jeu, quelle Constitution voulons-nous? Sur la base de quels principes nous voulons qu'elle s'articule? Et sur la base de quels droits humains fondamentaux? J'espère que parmi vous tous, dans la salle, eh bien, il y en aura beaucoup qui candidateront pour faire partie de cette Constituante. Parce que là où les représentants du peuple ont été lâches, eh bien, les constituants, je suis persuadée, auront le courage, qu'ils soient élus ou qu'ils soient tirés au sort, quel que soit le collège duquel ils participeront, auront le courage de l'inscrire et de le graver dans la Constitution. Pourquoi cette étape est extrêmement importante? Parce que nous ne souhaitons pas, pour je ne sais quelle vérité révélée, parce que ce serait juste dans une loi, eh bien une autre majorité puisse balayer ce droit essentiel. Il faut l'inscrire dans la Constitution. C'est un droit supplémentaire de maîtriser les derniers moments de notre vie.
Et face à ce droit, tout le monde est égaux et peut en conscience, en liberté de conscience, en user pour soi ou pas. Mais chacun doit prendre conscience qu'on va tous en finir par là. Et oui, on va tous mourir. Et tous on souhaite, hein, si possible, que ce soit le plus loin possible, dans le plus longtemps. Et comme disait Guy Bedos, si on pouvait mourir de rire, je serais ravie de voir votre conférence gesticuler sur le droit de mourir dans la dignité, parce qu'il faut absolument continuer la bataille des consciences, la bataille culturelle, et que l'humour et la culture, eh bien, sont souvent les meilleures armes pour ouvrir les cœurs, pour ouvrir les consciences. Donc c'est une liberté qu'on donne et qu'on inscrit dans la Constitution pour que chacun puisse en user s'il le souhaite. Et donc il faut à chaque fois convaincre que ça ne veut pas dire qu'on l'imposera aux autres. C'est un droit supplémentaire pour nous tous et qui garantit qu'on va être égaux devant ce droit-là. Alors, évidemment, dans les détracteurs, il y a toutes celles et ceux qui finalement méprisent les fondamentaux républicains, profondément laïques. Nous devons être attachés et défendre coûte que coûte la séparation des églises et de l'État. Défendre coûte que coûte la liberté de conscience et cette laïcité qui permet justement ces nouveaux droits et que chacun en liberté de conscience puisse décider d'en user ou pas. Mais je voudrais en même temps dénoncer une hypocrisie énorme. Ceux qui sont contre ce droit de mourir dans la dignité, souvent nous disent « mais améliorons les soins palliatifs et ça suffira ». Vous l'avez entendu comme moi. Améliorons les soins palliatifs et ça suffira. Attardons-nous de quelques instants sur la réalité des conditions des soins palliatifs dans ce pays. Moi, je suis désolée, mais est-ce que dans notre pays, dans cette belle France, qui est pourtant une puissance si riche, est-ce qu'on respecte celles et ceux parmi nous qui sont en train de terminer leur vie? Non. Allez dans n'importe quelle maison de retraite, EHPAD, hôpital, institut pour personnes en situation de handicap, et vous verrez le fossé qu'il y a entre ces beaux discours et la réalité. La réalité de l'indignité, causée par la petite règle à calcul, par l'austérité, par le fait qu'on doit absolument limiter un taux d'encadrement pour tant de personnes, avec des gens qui manquent de formation, avec des gens à qui on ne donne pas suffisamment de temps. Quelle est la réalité? Moi, c'est mon coup de gueule aussi d'aujourd'hui. La réalité de la maltraitance institutionnelle potentielle dans toutes ces structures, médicales, paramédicales, qui s'occupent des personnes qui terminent. On a tous ici des proches qui sont dans cette situation-là. Et on a tous en fond de nous notre colère et même notre culpabilité de dire « mais comment je ne peux pas empêcher cette situation-là, c'est pas possible ». Alors qu'on arrête de nous bassiner avec les soins palliatifs. Mais par contre, qu'enfin ça change, qu'on arrête ces politiques d'austérité et qu'on donne enfin le droit à la tendresse, bordel. Le droit à la tendresse pour nos derniers moments. Parce que mourir dans la dignité, c'est aussi vivre les derniers instants dans la dignité. Et vivre les derniers instants dans la dignité, c'est avoir le droit de ne pas souffrir, d'avoir non seulement tous les soins médicaux nécessaires, mais aussi l'accompagnement psychologique, avoir l'accompagnement aussi culturel, de joie de vivre, avec toute l'implication associative. On a tant d'énergie dans ce pays qui est là, prêt à pouvoir aider, accompagner les familles et les institutions. Qu'est-ce qui manque? Le pognon. Vous croyez qu'on l'a pas dans ce pays, le pognon? On l'a, on ne va pas aller le chercher, on ne veut pas le mettre là où il le faut. Parce que pourtant, des hommes et des femmes qui veulent faire ces beaux emplois, ils sont très nombreux. Donc ça, je pense aussi que cette question-là, elle doit toujours nous obséder. Alors maintenant, oui, l'inscrire dans la Constitution, néanmoins, il faut aussi changer les lois. Parce que, pour nous, le droit de mourir dans la dignité, ça n'est pas, et en aucun cas, le droit au laisser mourir dans l'indignité, tel qu'aujourd'hui les lois Leonetti l'organisent. Donc oui, ce courage-là, si les représentants à l'Assemblée nationale des gouvernements successifs ne l'ont pas eu, nous devons, cette fois-ci, avec notre bulletin de vote, dans l'urne, aux présidentielles et aux législatives, se dire que c'est possible. C'est possible si on a le courage, de tourner la page. Et on ne tournera pas la page avec celles et ceux qui ont justement écrit cette page. Il y a des responsables si les choses n'avancent pas. Alors déjà, commençons par ne pas les réélire. La question du droit de mourir dans la dignité, c'est notre ultime liberté. Oui, c'est une insoumission. C'est une belle insoumission à la fatalité. C'est de se dire qu'on veut maîtriser son destin jusqu'à notre dernier souffle. Quelle belle émancipation. Alors oui, ensemble avec Jean-Luc Mélenchon, nous souhaitons, avec la France insoumise, dans le cadre du programme L'Avenir en commun,
qui a été élaboré par des milliers de personnes, parce qu'il a été élaboré par des auditions de nombreuses associations, par des contributions également de nombreux citoyens, par de nombreuses réunions partout dans toute la France. C'est un programme collectif dont nous sommes très fiers et qui inscrit justement le droit de mourir dans la dignité, dans la Constitution et en même temps dans la loi. Il faut assumer ce changement, il faut assumer cette rupture, parce que c'est notre émancipation dont il en dépend. Je vous remercie. Danielle Simonet, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon pour cette première prise de parole. On va poursuivre à vous dévoiler ces propositions présidentielles, ces projets présidentiels. Vous l'avez applaudi tout à l'heure quand Jean-Luc n'était pas là. C'était l'arrivée très officielle de Benoît Hamon qui est arrivé. On va accueillir Benoît Hamon, candidat du Parti socialiste à l'élection présidentielle. Benoît Hamon, comme on le disait, l'ADMD a commandé aujourd'hui une étude IFOP pour avoir le regard des Français, savoir ce que pensaient les Français sur cette question de la fin de vie. On l'a décliné pour chacun des candidats. Vos électeurs, à 86%, sont favorables au suicide assisté. À 94%, ils sont favorables à l'euthanasie. C'est dire que l'attente est forte. Elle était forte tout à l'heure en vous attendant. Le cirque d'hiver vous écoute. Merci. Merci Jean-Luc Romero, d'abord, Monsieur le Président. Merci, je veux saluer le délégué général aussi, Philippe Loéac, de votre association. Bonjour à tous. Je suis très heureux de parler devant vous. Je veux vous dire que je comprends que vous utilisiez un sondage, mais ce sondage eût-il donné un résultat de 10, 15, 20% sur ces questions? Je pense que c'est à faire au fond de convictions profondes. Et il m'est arrivé de me battre pour des combats et pour des idées qui étaient bien plus minoritaires que 10, 15, 20% à une époque. Donc quand c'est 94%, comment vous dire, ça devient tout de suite beaucoup plus simple. Et beaucoup plus simple, mais je veux insister sur l'importance de la question que nous traitons, notamment parce que je sais la déception qui est la vôtre pour avoir appartenu à un gouvernement dont vous attendiez qu'il légifère sur ces questions, qu'il dépose un projet de loi qui aille au-delà de l'équilibre qui a été trouvé entre M. Claes et M. Leonetti, puisque la loi Claes-Leonetti est parvenue à un point d'équilibre qui ne correspondait pas à l'engagement qui avait été pris pendant les élections présidentielles. Je sais que la déception a été importante. Je sais aussi les progrès qui ont pu être réalisés. Je veux dire ce qu'il faudra faire maintenant, au-delà des progrès réalisés, en dépit des frustrations, des mécontentements que la loi Claes-Leonetti a créés et des mécontentements liés d'abord au sentiment que là où avait été pris un engagement, celui-ci n'a pas été tenu. Alors il y a dans cette loi Claes-Leonetti, avant de dire ce que je ferai élu président de la République, il y a dans cette loi Claes-Leonetti des progrès malgré tout par rapport à la situation qui existait auparavant. D'abord, elle sécurise la communauté médicale contre d'éventuelles poursuites judiciaires en précisant les procédures de consentement du patient, les directives anticipées. Ce point est par ailleurs tout à fait essentiel pour que les droits des patients puissent réellement être mis en œuvre par les équipes soignantes. Chaque fois que j'ai rencontré des équipes soignantes, et nous étions dernièrement avec Anne Hidalgo dans un service de l'hôpital Necker où étaient mis en œuvre des soins palliatifs, des soins compliqués, une prise en compte de la souffrance des patients pour des enfants malades, victimes de maladies de longue durée, de maladies neurodégénératives. J'ai vu quelles étaient la place de ces équipes soignantes et je ne peux pas laisser dire par ailleurs qu'il n'y a pas dans un certain nombre d'établissements hospitaliers d'équipes qui, autour des soins palliatifs, assurent, dans la dignité des personnes qui y sont accueillies, assurent une prise en charge qui est une prise en charge à la hauteur de ce qu'on est en droit de demander en termes d'humanité et de dignité. C'est bien sûr très en deçà de ce qu'il faudrait faire,
très en deçà de ce droit aux soins palliatifs qui n'est couvert qu'à 25% des besoins. Mais aujourd'hui, ces équipes existent. Ces équipes soignantes existent. Elles existent et elles se mobilisent. Et fort heureusement, dans notre pays, dans tous les établissements hospitaliers, dans toutes les maisons de retraite, nous ne nous retrouvons pas dans une situation où les personnes qui y sont accueillies, hébergées, sont victimes d'une maltraitance liée au fait que ça va trop vite, qu'on est trop pressé, que l'hôpital est devenu un lieu où on exige du rendement, de la rentabilité comme on l'exigerait d'une entreprise, que les maisons de retraite poussent les auxiliaires de vie, les aides-soignantes à réduire les temps de toilette parce qu'il faut aller d'une personne à une autre, d'une chambre à une autre. Ça, c'est une réalité, mais ça n'est pas que la réalité, fort heureusement, de la prise en charge des personnes âgées dans notre pays et de la prise en charge des malades. Il faut tendre à évidemment améliorer la situation, mais de grâce, nous avons assez de problèmes ainsi pour ne pas noircir non plus totalement la situation et oublier le travail remarquable de certains établissements, de certaines équipes soignantes, au-delà même parfois de ce que la loi leur permet de faire ou au-delà même de ce qui ce que peuvent être les préjugés dans ces domaines. Donc cette loi exprimait une avancée par rapport à la situation existante, mais je le dis, cette avancée ne pouvait à mes yeux apparaître comme définitive. Elle était l'expression d'un compromis et n'avait absolument pas vocation à épuiser le débat sur la fin de vie. En effet, cette loi n'a pas reconnu l'euthanasie, mais bien le droit à une sédation profonde et continue jusqu'au décès uniquement en cas de pronostic vital engagé à court terme. Et je me retrouve dans l'analyse du philosophe et du sociologue Philippe Bataille, qui voyait dans ce compromis une volonté d'occulter l'intentionnalité du décès dans le masque du sommeil. Ce droit à dormir avant de mourir dissimule en fait une forme de déni et ne répond pas pleinement au droit à mourir librement et dignement. Je souhaite donc une clarification et appelle de mes vœux une évolution de notre droit pour une véritable aide médicale à mourir pour toutes les personnes atteintes d'une maladie incurable au moment où elles le souhaitent et non plus seulement lorsque le pronostic vital est engagé à court terme. N'oublions jamais que la mort n'est que l'ultime étape de la vie. Or, toute notre action politique doit avoir pour finalité d'offrir à chacun la possibilité de vivre et de vivre librement, si possible aussi de bien vivre. Dès lors, lutter pour le bien vivre, c'est aussi lutter pour la possibilité de tous de mourir dignement. Derrière notre désir commun de vivre mieux, il y a aussi la vieillesse venant, l'angoisse plus intime qui est celle de bien mourir. Il nous revient de répondre à cette angoisse, de ne pas refuser de la voir et de l'accepter. Il faut en prendre totalement la mesure et aller jusqu'au bout en reconnaissant réellement, véritablement, sans nuance, l'euthanasie en France. Je connais le travail réalisé par votre association depuis 1980 pour le droit à mourir dans la dignité, c'est-à-dire la liberté pour les citoyens arrivés à la fin de leur vie de choisir entre l'accès aux soins palliatifs, et je rappelle que seuls 25% des besoins sont satisfaits et plus de 40% des lits se trouvent dans la région Île-de-France, excluant de bénéfice de ce droit bon nombre de personnes en région. L'euthanasie, l'administration d'un produit létal par un tiers, qu'il s'agisse d'un médecin, d'un infirmier ou d'un bénévole associatif formé, ou enfin le suicide assisté, c'est-à-dire l'auto-administration d'un produit létal sous contrôle préalable d'un médecin, notamment pour la prescription et l'examen du dossier médical. Bien sûr, cette demande ne peut être formulée que par des personnes lucides et devra être réitérée. Il n'y a pas d'aide active à mourir pour les fous et les dépressifs, contrairement à ce que voudraient faire croire les militants anti-choix, injustement d'ailleurs autoproclamés pro-life. Cette demande peut s'exprimer oralement pour les personnes conscientes via des directives anticipées qui existent depuis 2005 mais sont très peu répandues dans la population française, je crois de l'ordre de 2,5% des mourants, ou via des personnes de confiance qui auront été préalablement désignées et auront accepté ce mandat de représentation. Aujourd'hui, en l'absence de loi, des pratiques existent. Selon l'Institut national des études démographiques, plus de 4500 Français décèdent chaque année des suites de l'administration d'un produit létal sans aucun contrôle, 2 tiers même sur la seule décision d'un tiers sans vérification de la volonté du patient. De plus, 50% des décès qui surviennent dans les services de réanimation en France sont consécutifs à une décision du corps médical. Une loi du libre choix mettrait fin à ces pratiques et serait même préventive
du suicide des personnes âgées et des grands malades qui parfois n'ont d'autre choix pour échapper aux trop grandes souffrances. Dans les pays qui ont légalisé l'aide active à mourir, et notamment chez nos voisins du Benelux, non seulement la justice ne constate pas de dérive, en dehors de quelques cas par an, dû principalement au non-respect du protocole, mais de plus, même les partis politiques auparavant opposés à cette loi ne la remettent plus en cause. En France, selon les derniers sondages, vous l'avez dit, 90% des Français approuveraient la légalisation de l'euthanasie, et les opposants à cette loi sont les mêmes qui remettent en cause l'IVG ou ont défilé contre le mariage pour tous en opposant le libre arbitre des citoyens majeurs et responsables à une loi d'essence divine prétendument naturelle. Un texte de loi qui serait donc présenté au Parlement pourrait auparavant faire l'objet d'une étude par une commission, comme ce fut le cas avec le jury citoyen, qui en décembre 2013 conclut à la quasi-unanimité d'accorder l'accès aux produits létals pour toute personne arrivée en fin de vie qui en ferait la demande de manière consciente. Voltaire écrivait « Dieu nous a donné le vivre », j'ai bien dit Dieu, hein. C'est à nous de donner le bien vivre, donc je vais vous laisser libre de juger si le début de la phrase vous convient ou pas, mais moi ce qui m'intéresse c'est la deuxième partie de la phrase, c'est-à-dire le bien vivre. Et au-delà même de la question aujourd'hui de la légalisation de l'euthanasie, du suicide assisté, du droit à mourir dans la dignité, la prise en compte du vieillissement de notre population, donc de la montée en puissance des soins palliatifs, de la prise en charge du vieillissement par une augmentation de 30% de la PAC que je propose, par l'augmentation du minimum vieillesse, par la mise en œuvre d'une allocation pour bien vivre en maison de retraite qui réduira le reste à charge des personnes âgées qui aujourd'hui sont soit ou obligées de liquider leur épargne, ou obligées d'appeler leur famille, ou obligées d'en appeler à l'aide sociale. Je veux un plan global vieillissement qui ne se préoccupe pas simplement des bénéfices que peut réaliser l'économie française grâce à la silver economy et grâce au vieillissement, mais se préoccupe d'abord de la manière dont demain, à raison de la perte d'autonomie, à raison du vieillissement, nous offrions une capacité de prise en charge à ces personnes au moment où elles deviennent dépendantes jusqu'au moment où elles vont mourir, qui soit justement respectueuse de leur humanité et de leur dignité. Je conclus sur ce sujet donc grave et intime. Le devoir que nous imposait Voltaire, nous le faisons nôtre. La politique est un combat qui réclame souvent résolution et patience. Vous faites preuve de beaucoup de patience. Aujourd'hui, il doit être repris et nous devons reconnaître la liberté de mourir comme nous avons reconnu à tous les hommes la liberté de vivre. C'est ici l'engagement que je prends si je suis élu le 7 mai président de la République. Les propositions concrètes de Benoît Hamon qui vous a fait l'honneur d'être là aujourd'hui au Cirque d'hiver. Vous pouvez l'applaudir. On va évidemment continuer cet après-midi à entendre les candidats, leurs représentants vous développer, vous dévoiler leur programme sur cette question de la fin de vie. Et puis on vous l'a dit depuis tout à l'heure, la DMD a demandé pour ce jour important à l'IFOP de sonder les Français sur leur regard, sur leur opinion sur cette question de la fin de vie. On a voulu s'attarder cet après-midi sur 3 chiffres qu'on voulait vous détailler quelque peu. D'abord, un chiffre important, 90% des Français, dans leur globalité, sont favorables au suicide assisté. C'est un chiffre important, le suicide assisté. Vous le savez, c'est pouvoir prendre un produit létal, Benoît Hamon en parlait à l'instant, en présence d'un médecin en cas de maladie grave, de maladie douloureuse, de maladie incurable. 90% des Français y sont favorables. Autre chiffre encore plus impressionnant de cette étude, 95% des Français favorables dans la nouvelle législature qui commencera à partir de juin prochain, favorable à une nouvelle loi sur l'euthanasie, favorable à ce qu'un médecin puisse mettre un terme aux souffrances d'un patient atteint d'une maladie douloureuse, incurable. C'est un chiffre extrêmement important et c'est un chiffre qui peut sembler beaucoup mais qui est en constante progression. En 2001, quand on posait la même question aux Français, êtes-vous pour une nouvelle loi sur l'euthanasie? Ils étaient 88% à y être favorables. On est passé en 2017 à 95%.
Enfin, le troisième chiffre sur lequel on voulait s'arrêter un instant cet après-midi, c'est le poids. Que représente la question de la fin de vie dans l'élection présidentielle chez les électeurs? Quel poids ça pèse dans le vote des Français? Eh bien, 39% des Français sont prêts à changer de vote, à faire évoluer le choix de leur bulletin en fonction du positionnement d'un candidat à la présidentielle sur cette question de la fin de vie. C'est dire que c'est devenu véritablement une question de société, une question importante qui va avoir sa place dans les débats des prochaines semaines pour cette élection présidentielle. On ne va pas vous abreuver de plus de chiffres, mais ce qui ressort aussi, encore une fois, de cette enquête, c'est que cette question de la fin de vie concerne absolument tout le monde, quel que soit son âge, quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle. Toute la société est mobilisée et globalement en faveur d'une évolution de ce que l'on connaît et de ce que l'on peut faire aujourd'hui. Voilà pour quelques-uns des chiffres sur lesquels on voulait revenir cet après-midi pour vous donner un peu plus d'éléments et alimenter votre réflexion. On va donc continuer. Et évidemment, vous pouvez dire un mot. C'est la première fois que je viens à vos réunions. Je vous suis depuis longtemps et je trouve admirable votre combat. Parce qu'il y a un truc terrible, c'est ce tabou de la mort. Vous savez, nous savons, les acteurs, les scénaristes, les cinéastes, que chaque fois qu'on présente un film où il s'agit de la mort, c'est niette. Aucun distributeur n'en veut, aucun théâtre ne veut de pièces où on parle de la mort. Tu en sais quelque chose, toi tu as joué une pièce sur ce sujet et c'est très difficile de faire venir les spectateurs à s'intéresser à cette question-là. Alors moi j'ai une très bonne nouvelle pour vous. La mort, c'est pas grave. Ça ne finit pas. Après, ça continue. On devient des étoiles. Et nous, par chance, Noël, nous qui avons fait des choses qui restent, parce que nous sommes des artistes et qu'on a cette incroyable prétention de laisser un petit caillou sur cette terre, alors nous avons une petite chance de plus de rester. Mais vous tous, après, vous continuez, vous devenez des êtres transparents qui flottent autour de nous. Et tous nos morts, ils sont là, ils nous regardent, ils sont assis sur cette chaise, ils vous parlent. Et vous savez très bien que quand on a perdu quelqu'un de cher, on continue à communiquer avec cette personne. Donc, il ne faut pas avoir peur de la mort, il faut essayer de mourir convenablement. Comme dit Guy, il veut que personne n'assiste à sa mort. Il préfère mourir tout seul. Moi aussi. Mais le combat, il est aussi de briser ce tabou terrible autour de la mort. Voilà, merci. Merci beaucoup. Le mourir de rire, qui finalement sera le fil rouge de cet après-midi. On va continuer à écouter le programme des candidats et de leurs représentants. Je vous demande d'accueillir Philippe Juvin, député européen, représentant de François Fillon, candidat Les Républicains à l'élection présidentielle. Et évidemment, on a sondé les électeurs de François Fillon comme l'ensemble des électeurs pour cette campagne présidentielle. Et selon cette enquête IFOP, 86% des électeurs de François Fillon se déclarent en faveur du suicide assisté. Ils sont 91% en faveur d'une loi sur l'euthanasie. C'est dire que l'attente est forte. Philippe Juvin, vous avez 15 minutes comme tous les autres candidats et leurs représentants. Merci. Bien, mesdames et messieurs, tout d'abord, permettez-moi de remercier Jean-Luc Romero. Nous nous connaissons depuis quelques années. Nous avons même commencé à faire de la politique, comme on dit, ensemble. Et si nos engagements ont divergé, j'ai beaucoup d'admiration pour les hommes d'engagement et je veux le remercier de son invitation ici. Merci, Jean-Luc. Je veux vous dire aussi, mes amis, que avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous présenter la position de la droite et du centre, et de François Fillon, que je représente ici, je voudrais vous rappeler une chose. Il y a 5 ans, vous m'aviez invité pour présenter la position de la droite et du centre de l'époque, candidat Nicolas Sarkozy. Alors, et j'avais été le seul à l'époque. Je me permets, Philippe Juvin, on salue Guy Bedos, qui nous quitte, qui doit s'en aller. Excusez-nous. Et on remercie Guy Bedos de sa présence. Évidemment, merci d'avoir été avec nous. Philippe Juvin, on vous redonne la parole. Et je me souviens, quand j'avais pris la parole la dernière fois, il y a 5 ans,
Cela n'avait pas beaucoup plu dans cette assemblée, mais je me souviens d'une chose, c'est que vous m'aviez écouté. Et je veux vous dire simplement cette chose, c'est que c'est courageux de votre part d'inviter des orateurs qui ne partagent pas du tout votre avis. Alors pour ce courage politique qui n'est pas particulièrement partagé dans une société moderne où on aime bien ce qui est bon et ce qui est mauvais, je voulais aussi vous remercier. Alors voilà, disons les choses clairement, entrons dans le débat. Avant de l'expliquer, je suis, comme François Fillon, que je représente donc aujourd'hui, opposé à toute loi de légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. On va écouter, je vous en prie. Je vais tenter de vous expliquer pourquoi. Je vous en prie, comme on se l'est dit dès le début, évidemment, il y a plusieurs candidats, il y a des sensibilités différentes, et Philippe Juvin vous expliquait sa position. Pourquoi il n'est pas le seul à le penser, Alors, François Fillon non plus. Écoutons ses explications. Nous avons tous en tête la présentation de certains cas tragiques, très douloureux, qui nourrissent évidemment le débat sur la légalisation de l'euthanasie. Et clairement, la souffrance de la personne qui est présentée, de son entourage, suscite chaque fois, et c'est naturel, une émotion collective. Et chaque fois, ces cas se traduisent par une demande répétée de légalisation de l'euthanasie. Est-ce qu'une loi, parce que c'est une des questions qui est posée, réglerait la question de ces cas douloureux? Eh bien, dans les pays qui ont légalisé ou dépénalisé l'euthanasie, comme la Belgique, ne croyez pas que le débat est clos. Très régulièrement, il y a des demandes de réformes législatives supplémentaires qui se poursuivent pour envisager l'euthanasie dans des cas qui n'étaient pas prévus initialement. Je veux dire par là que dans ces pays, les citoyens se trouvent placés en état d'insatisfaction permanente, comme en France, devant les lois, même les plus soigneusement préparées. Pourquoi? Parce que celles-ci se révèlent incapables de régler par définition toutes les situations qui se présentent. Mais admettons, et je vais rentrer dans le détail de ces lois de législation. Une des caractéristiques, et c'est heureux, de ces lois de légalisation, c'est qu'elles souhaitent encadrer la réalisation de l'euthanasie en définissant ce que François Hollande, il y a 5 ans, dans ses promesses, appelait des critères stricts, dont le but est évidemment de protéger ceux qui ne veulent pas de cette mort provoquée et organisée. Et l'efficacité de ces critères stricts, c'est quelque chose de fondamental. Parce que ce sont, disent les écrivains, ceux qui écrivent la loi, ce sont les garde-fous qui, justement, sont présentés comme les dérives, comme ce qui permet d'éviter les dérives aux pratiques d'euthanasie. Et je veux vous S'il vous plaît. Et je veux vous dire que le premier des garde-fous habituellement rencontrés dans les lois qui ont légalisé l'euthanasie, s'il vous plaît, c'est l'obligation explicite. Attendez, s'il vous plaît, excusez-moi, monsieur Juvin. Mais il n'y a pas de problème. Philippe Juvin a eu le courage de venir cet après-midi. Il est normal que vous ne soyez pas d'accord avec lui. Il a eu le cran de venir vous expliquer sa position. Je pense que ça mérite d'être écouté, même si vous la condamnez, même si vous n'êtes pas d'accord avec ses propos. Au moins, vous aurez les arguments d'en face pour ensuite, quand vous allez, au nom de la DMD, militer, répondre à ces arguments. Donc je vous demande, s'il vous plaît, de le respecter, de respecter le fait qu'il soit venu, qu'il ait eu le courage, contrairement à d'autres, d'être là aujourd'hui pour vous parler. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il est normal qu'une loi qui légalise l'euthanasie organise des garde-fous pour que cette loi ne fasse pas n'importe quoi, ou plus exactement, que l'application de la loi ne conduise pas à n'importe quoi. Ça, tout le monde en convient. Et une de mes thèses, celle que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est que justement, un certain nombre de ces garde-fous ne fonctionnent pas. Un des garde-fous, il est fondamental, vous en conviendrez, c'est qu'il faut le consentement explicite du patient. Sinon, évidemment, cela ne fonctionne pas. Ce que je veux vous dire, c'est que plusieurs études publiées dans des journaux sérieux, le New England Journal of Medicine, journal médical de bon niveau, qui fait l'objet
de révision régulière, ces articles sont revus. Eh bien, 2 de ces articles. En 2007, une étude financée par le ministre hollandais de la Santé, publiée dans ce journal, montre que plus de 500 personnes sont euthanasiées chaque année aux Pays-Bas sans leur accord explicite. 2009, deuxième étude. S'il vous plaît. Deuxième étude. S'il vous plaît. Dans ce même journal, en Belgique. Une seconde. Situation. Attendez, Jean-Luc, il n'y a pas de problème. Non, mais je pense qu'il faut l'écouter. Évidemment, je comprends. Mais je pense que quand on invite quelqu'un, il faut au moins l'inviter. Vous savez qu'il va y avoir un compte-rendu de l'intervention de Philippe Juvin au nom de François Fillon. Et nous ferons ce qu'on appelle du fast-checking. Et bien sûr que nous vous donnerons les choses. Donc écoutons, soyons respectueux, parce qu'il a quand même eu le courage de venir, ce qui n'est pas le cas de tous les candidats. Donc au moins, écoutons-le. Allez, sereinement, on laisse Philippe Juvin reprendre la parole. La deuxième étude, c'est une étude publiée dans le même journal en 2009 sur la situation en Belgique. Et là, la situation est la suivante. Lisez l'étude. La moitié des patients qui bénéficient des dispositions de la loi, la moitié reçoivent l'injection létale, puisque c'est la technique employée, prévue par la loi, la moitié sans leur accord explicite. Alors, convenez que cette question est absolument fondamentale. L'accord du patient. Chacun doit entendre que c'est une question. Et à force de dire que c'est faux, on n'ouvre pas le débat. Moi, je vous dis que ces articles sont malheureusement publiés. Alors, pardon de vous le dire un peu brutalement, mais un débat, ça doit être franc. Si je viens vous dire ce que vous voulez que je dise, ça s'appelle un talk show. Et il y en a tous les soirs à la télévision. Donc moi, je suis venu pour vous dire ma vérité. Pas la vérité, mais ma vérité. Voilà, soyons respectueux. Ce que nous pensons, en réalité, c'est quoi? C'est que légaliser l'aide médicale à mourir, c'est ouvrir une voie incertaine. Et le risque, où le voyons-nous? Je vais vous l'exprimer. Il est très simple. Le risque, c'est que nous prétendons que nous pouvons glisser d'une euthanasie librement demandée par le patient à une euthanasie, comment dirais-je, d'opportunité, un vieillard qui occupe un lit de réanimation. Une euthanasie économique. Et excusez-moi, mais posez-vous la question, une assurance privée dans un système économiquement très contraint préférera-t-elle payer 10 mois de soins de support très coûteux ou une mort médicalement assistée? Moi, je ne crois pas que l'homme soit naturellement bon. Je pense que Rousseau nous a beaucoup trompés. Et la loi est là pour prévoir les dérives. Or, ces lois ne prévoient pas ces dérives. Écoutez Philippe Juvin jusqu'au bout, vous aurez l'occasion par la suite de répondre à ces arguments. Il y a la question du suicide assisté, qui est présentée, et je l'ai entendu, comme une expression de dignité. Mais en même temps, on s'alarme des taux élevés de suicide, particulièrement chez les jeunes et chez les personnes âgées. Alors je vous pose une question. Comment peut-on réagir contre la banalisation du suicide d'un côté et en faire la promotion? Je veux dire par là, comment juger nécessaire d'aider certaines personnes à affronter un épisode de détresse et en même temps encourager et assister d'autres dans leur volonté de mourir? Moi, je vous pose la question, qui devient le juge des vies qui ne valent plus d'être vécues? Convenez que ces questions sont fondamentales. Et je comprends que vous ne soyez pas d'accord, mais comprenez que l'on puisse se poser la question. C'est absolument fondamental que dans une démocratie, on puisse avoir un avis différent de celui, y compris de la majorité, que vous prétendez représenter. Alors, vous allez me dire, pour en venir à la fin de vie, et toutes ces souffrances, tous ces hommes et toutes ces femmes laissés à leur souffrance, est-ce que je les nie? Évidemment non. S'il vous plaît. D'abord, parce que, pardonnez-moi, mesdames et messieurs, moi aussi, j'ai mes épreuves, parce que je sais que tous les Français ne sont pas égaux devant la fin de vie. Trop de Français meurent aux urgences, trop de Français meurent en étant seuls,
Trop de Français meurent abandonnés par un système de santé à la fois trop centré sur l'hôpital, culturellement tourné vers le curatif. Trop de patients, s'il vous plaît, le jour où leur chimiothérapie est en échec, le jour où ils n'entrent plus dans un protocole curatif standardisé, sont littéralement abandonnés. Et je vais vous dire qu'il y a un scandale. Ce sont ces médecins qui osent dire « je ne peux plus rien pour vous ». Moi, je ne parle pas d'acharnement thérapeutique. En aucun cas c'est acceptable. Je parle d'accompagnement. Mesdames et messieurs, je vais vous dire où il devrait être notre combat commun. Il devrait être contre l'abandon des patients par des médecins qui ne sont plus que des techniciens supérieurs et qui ne sont plus des soignants. Il est là le scandale. Et il est là sur le scandale sur lequel nous pourrions collectivement nous réunir. Avec François Fillon, nous mettrons en œuvre une véritable justice sociale dans le domaine de l'accès aux soins palliatifs. Philippe Juvin, des un soins instant. de support Philippe Juvin, à toutes les étapes. On ne pourra pas reprocher à Philippe Juvin d'avoir édulcoré son discours en venant nous voir. On ne pourra pas lui reprocher de vous avoir menti pour recueillir des applaudissements. Il y va de façon franche, il vous présente le projet de François Fillon. Encore une fois, on voit que vous n'êtes pas d'accord et les drapeaux sont une bonne manière de le signaler. Je pense que Philippe Juvin l'a bien compris. Laissez-le finir. Encore une fois, il vous donne les arguments auxquels vous aurez à répondre quand vous allez militer et que vous avez face à vous des gens qui pensent peut-être comme François Fillon sur ces questions-là. Donc, écoutez-les, vous avez à dialoguer avec eux pour les convaincre quand vous faites votre travail de militant. On va laisser finir Philippe Juvin, tranquillement, s'il vous plaît, sa démonstration. Vous savez ce que disait le philosophe Alain? Il disait quand 10 personnes se réunissent, 10 personnes qui pensent la même chose se réunissent, elles ne pensent plus. Alors je vous remercie de m'avoir invité, comme ça nous sommes plusieurs à penser. Revenons sur la question. Nous voulons proposer avec François Fillon une véritable justice sociale dans le domaine de l'accès aux soins palliatifs. Je n'en veux plus, et vous devriez être d'accord avec moi, que les gens meurent dans les souffrances parce que les maniements des médicaments et des techniques de sédation qui existent et qui sont légales ne sont pas maîtrisés. Moi, je ne veux plus que les gens meurent seuls et nous proposerons un grand plan de développement des soins de support à l'hôpital, en ville, en maison de retraite. Je veux vous dire une chose, les soins ne doivent pas s'arrêter avec la dernière ligne de chimiothérapie, comme c'est trop souvent aujourd'hui le cas. Alors la dernière fois que j'ai pris la parole, c'était il y a 5 ans. Et souvenez-vous, à l'époque, François Hollande et ses alliés, je me souviens des Verts, Eva Joly était présente, vous avez envoyé des missi dominici qui vous avaient annoncé une loi de légalisation de l'euthanasie. Mais pardon, mais ils vous ont menti. Cette année encore, les mêmes, en plus jeunes, avec des variations dans la forme, vous feront ou vous font les mêmes promesses. Moi, je vous ai dit pourquoi nous ne voulions pas de la loi, pourquoi nous considérions avec François Fillon que la valeur de la vie nous conduisait à une conclusion inverse. Oui, vous m'avez entendu. S'il vous plaît. Nous ne ferons pas de loi pour légaliser l'euthanasie et je vais même aggraver mon cas. Nous nous opposerons à toute loi de légalisation. Alors ça ne vous fait pas plaisir, mais moi au moins, mesdames et messieurs, vous pouvez me reprocher ce que vous voulez. Mais moi, ici, dans cette enceinte, je ne viens pas vous raconter des histoires, je ne vous mens pas. Le rôle du politique, ce n'est pas de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, c'est d'assumer leur vérité. Et nous, nous pensons qu'une loi contrevient à nos principes et nous avons le droit de penser différemment. En revanche, je vais vous dire une chose très simple. Nous ferons progresser les choses. Oui, nous mettrons fin au scandale de l'inégalité devant la mort au dernier moment de la vie. S'il vous plaît, on laisse finir Philippe Nous Juvin. mettrons fin à l'isolement des malades et à l'oubli de ces malades dans leur souffrance. Mesdames et messieurs, ne croyez pas aux marchands de promesses. Croyez aux hommes et aux femmes
comme disait Jules Romain, de bonne volonté. Croyez aux hommes de bonne volonté, même s'ils ne partagent pas certaines de vos options les plus fondamentales. J'ai été ravi de vous expliquer ma vérité. J'espère que vous l'avez un peu entendu. Merci beaucoup. Et on peut saluer au moins la franchise, le courage de Philippe Juvin d'être venu. Évidemment, et c'est normal que ça vous fasse réagir parce que quand on parle de la fin de vie, pour chacun d'entre vous, ça évoque des situations personnelles, des situations de proximité, des situations douloureuses. Donc évidemment, c'est difficile d'entendre le positionnement de quelqu'un qui ne pense pas comme vous et qui n'a pas édulcoré son discours, comme je vous le disais à l'instant. Il fallait l'entendre aussi parce qu'encore une fois, dans votre action de militant, dans vos actes au quotidien, vous aurez des gens qui pensent comme lui et vous devrez réussir à leur faire voir autrement, en tout cas, à leur faire comprendre ce que vous pensez et les valeurs que vous défendez. Donc c'était intéressant et c'était important que aussi cette voix-là soit représentée puisqu'elle fait partie des candidats qui seront en lice pour l'élection présidentielle. On va continuer avec un autre projet présidentiel. Je vous demande d'accueillir Marc Péchanski, biologiste représentant de Nathalie Arthaud, candidate à l'élection présidentielle pour Lutte ouvrière. Et vous arrivez dans une salle chauffée à bloc. C'est à vous pour 15 minutes. Merci beaucoup. C'est chaud. Mais c'est normal que ça soit chaud. C'est normal que ça soit chaud parce que le combat que vous menez, et encore une fois, je suis venu vous donner le salut et le soutien à ce combat de Nathalie Arthaud et de nos camarades de Lutte ouvrière. Ce combat, il se heurte à des résistances qui sont des résistances réactionnaires, qui sont des pressions qui s'exercent contre la dignité humaine, pas seulement, mais aussi à la fin de vie. Et il y a 5 ans, effectivement, j'étais déjà venu vous apporter le soutien de nos camarades, parce que nous, communistes révolutionnaires, nous plaçons la dignité de l'homme au cœur de l'ensemble de notre projet. Nous voulons un monde dans lequel la dignité humaine soit respectée du début jusqu'à la fin de la vie, individuellement et collectivement. Or, dans notre société, la dignité humaine est battue en brèche à tous les niveaux. Battue en brèche, vous venez de l'entendre, par des gens qui, d'abord, s'appuient sur des dogmes qu'ils veulent nous faire respecter parce que c'est leur dogme, parce que c'est leur Église et que finalement la position des hommes, la position des citoyens, la position des individus ne les concerne pas. Il faut évidemment mener ce combat contre la façon dont ils s'opposent à notre droit de choisir la fin de notre vie. Mener ce combat comme nous l'avons mené, et nous ne l'avons pas vraiment entièrement gagné, pour le droit des femmes à disposer de leur corps, à disposer de leur vie, pour le droit des femmes en général. Nous venons de passer le 8 mars, vous avez tous entendu ce que cette différence qui continue à exister dans nos sociétés entre les hommes et les femmes, ce que cette différence signifie en termes de perte de dignité pour la moitié de la population du monde. Eh bien, ce combat pour la dignité humaine, il faut, vous le faites, continuer à le mener, il faut aller jusqu'au bout, et c'est vrai que, et on est bien obligé de le reconnaître, s'il y a une chose sur laquelle M. Juvin a eu raison, c'est qu'un certain nombre de politiciens vous avez fait des promesses, ils sont arrivés au gouvernement, ils les ont oubliées. Et finalement, lorsque ils ont cherché à quand même modifier un petit peu la loi qui empêchait toute possibilité
pour nous tous de choisir au moins à l'avance comment nous serions traités si nous ne pouvions plus parler, eh bien, ils se sont associés aux forces réactionnaires que nous combattons pour trouver un modus vivendi, un compromis, là où il ne peut pas y avoir de compromis, là où la dignité humaine se défend pleinement, entièrement, et dans laquelle nous ne pouvons pas accepter l'intervention, l'intrusion de ces dogmes religieux qui nous empêchent de choisir notre vie. Ce combat pour la dignité humaine, en fait, je l'avais dit il y a 5 ans, mais je le répète d'autant plus maintenant, c'est le combat pour la dignité humaine du début de la vie jusqu'à la fin de la vie, cette dignité humaine qui est aujourd'hui méprisée pour la plus grande partie des membres de l'espèce humaine sur cette planète. Il faut bien voir que combattre pour la dignité de l'homme ne peut pas se diviser. Nous ne pouvons pas accepter de combattre pour la fin de vie digne sans combattre pour la vie digne. Et quelle vie aujourd'hui est digne pour ces centaines de millions de personnes en Afrique, en Asie, qui meurent de faim alors qu'il n'y a jamais eu autant de richesses sur cette planète. Quelle dignité trouvons-nous à ces millions de personnes qui, dans notre pays, un des pays les plus riches du monde, n'ont pas les possibilités de vivre, sont sous le seuil de pauvreté. 10 millions de personnes dans notre pays en dessous du seuil de pauvreté. 5 millions de personnes qui n'ont pas la possibilité de travailler, de participer à la vie sociale. Quelle dignité humaine attachons-nous à cela ? C'est cela notre combat, c'est l'ensemble de cette dignité qu'il faut mettre en avant en permanence, construire une société qui soit enfin centrée pour la préservation, la promotion de cette dignité humaine pour tous. Alors, la dignité humaine, elle n'est pas combattue que par des forces réactionnaires, dogmatiques, religieuses. La dignité humaine, en fait, elle est dans les mains des maîtres de l'économie. Ces maîtres de l'économie, aujourd'hui, il n'est pas besoin d'être communiste et révolutionnaire pour les identifier. Vous avez des études absolument, comme le dirait M. Juvin, sérieuses, publiées dans des revues qui sont leurs revues à ces maîtres, comme Fortune, par exemple, qui les identifient et qui nous dit, ces études, exactement quel est le poids sur nos épaules qui pèse de ces maîtres de l'économie. 250 multinationales possèdent une richesse équivalente à celle de 2 milliards d'individus sur la planète. En France, c'est 76 milliards de revenus, de bénéfices que les entreprises du CAC 40 ont fait l'année dernière. Ces 76 milliards permettraient de payer 1 an de salaire à 2 millions de personnes. Et ces 76 milliards pour 40 entreprises... S'il vous plaît. Ces 76 milliards pour 40 entreprises, c'est évidemment bien plus encore qui permettrait de donner un travail et un salaire décent et une vie décente à l'ensemble de la population de notre pays. Le respect de la vie humaine, le combat pour la vie humaine, pour la dignité humaine, c'est le combat que nous devons mener pour arracher ces richesses qui sont séquestrées par les maîtres de l'économie, au-delà de toutes les idées réactionnaires qu'ils mettent en travers de ce combat en essayant de nous diviser. Je pense que Marc Péchanski vous a entendu. On va le laisser finir sa démonstration, s'il vous plaît. Hors sujet. Ça serait bien si c'était hors sujet. Ça serait bien si effectivement vous pouviez me dire aujourd'hui que les moyens, les richesses de ce pays, par exemple, si riche, vont de façon suffisante, égalitaire, au respect de la dignité des malades,
des handicapés, de tous ceux qui sont fragiles parmi nous. Est-ce que vous pouvez me le dire? Non. Non, parce que ça n'est pas le sujet de ces maîtres de l'économie, ça n'est pas le sujet de ceux qui les servent, parce que le gouvernement, les hommes politiques qui viennent vous présenter leur programme sont au service de ces maîtres de l'économie. Ce sont eux qui font respecter ces règles qui nous oppriment. Alors, nous, communistes révolutionnaires, nous battons pour une société dans laquelle la dignité humaine sera effectivement au cœur de l'ensemble des préoccupations. Nous nous battons pour une société dans laquelle l'homme, l'être humain, sera enfin maître de son destin, du début de la vie jusqu'à la fin. Une société dans laquelle, individuellement, collectivement, les êtres humains pourront posséder cette planète, éviter qu'elle soit détruite, éviter que les océans soient pourris, que notre air soit pollué, que nos hôpitaux soient aujourd'hui remplis de patients victimes de cette pollution, victimes de ce pourrissement, victimes de la société capitaliste. Et c'est pour cela. On va laisser conclure Marc Péchanski, s'il vous plaît. C'est pour cela que lorsque nous apportons notre soutien, notre solidarité à votre combat pour la dignité humaine, nous, communistes révolutionnaires, pensons qu'en fait, c'est un combat unifié, unique, quelque chose qui doit nous concerner tous ensemble pour mettre enfin cette société sur ses pieds alors qu'elle vit aujourd'hui sur sa tête et que, enfin, nous puissions vivre correctement pour pouvoir mourir correctement dans un monde débarrassé et des pressions réactionnaires et des pressions économiques qui les suscitent et les promeuvent. Merci beaucoup, Marc Péchanski, représentant de Nathalie Arthaud, candidate à l'élection présidentielle pour Lutte ouvrière. Un dernier candidat s'est fait représenter cet après-midi. Ce sera le dernier à vous dévoiler ses propositions sur la fin de vie. Je vous demande d'accueillir Jean-Louis Touraine, député du Rhône, représentant d'Emmanuel Macron, le candidat du mouvement En Marche à l'élection présidentielle. Vous aurez donc la lourde tâche de conclure ces prises de parole de représentants à l'élection présidentielle. Vous l'aurez compris, la salle est de plus en plus réactive et c'est bien, vous êtes là pour ça aussi. Un chiffre évidemment pour vous aussi avant de vous donner la parole, ce sondage, cette enquête IFOP menée pour l'ADMD. Que pensent les électeurs d'Emmanuel Macron sur les questions de la fin de vie? Eh bien, à 91%, selon cette enquête IFOP pour l'ADMD, à 91%, les électeurs d'Emmanuel Macron sont favorables au suicide assisté. Ils sont 96% même à souhaiter une loi sur l'euthanasie. Quelle sera la position du candidat, du potentiel président Macron sur ce sujet? On vous écoute, vous avez 15 minutes, comme pour les autres. Merci. Chers amis, je suis depuis longtemps un militant de notre noble cause pour le droit de mourir dans la dignité. Avec Jean-Luc Romero, avec beaucoup d'entre vous, nous avons conduit de nombreux combats. Comme l'a évoqué Noël Châtelet il y a quelques instants, nous avons été près d'aboutir. Il est vrai que lors de la loi Claes-Leonetti, j'avais pu présenter un amendement qui avait été signé par plus de 117 députés et qui proposait une aide médicalisée active à mourir. Plus que ces 117 députés ont voté cet amendement, malheureusement, nous n'avons pas atteint 51% des voix, parce que des groupes politiques avaient donné des consignes de vote contraires à cet amendement. Cela est contre la règle. S'agissant de toutes les questions de société, toutes les questions touchant à l'éthique, à la conscience de chacun,
habituellement, la liberté de vote est conférée. Seules les questions relatives à l'économie générale du pays, à la politique globale, grandes questions régaliennes, celles-là sont l'objet de consignes de vote, mais toutes les questions qui sont relatives à la naissance, au début de la vie, à la fin de la vie, aux conditions d'éthique, aux conditions sur l'interruption de grossesse, sont normalement l'objet d'une liberté laissée à chacun parce que dans la droite comme dans la gauche, il y a des points de vue divers et que chacun doit pouvoir exprimer son point de vue en son âme et conscience. Malheureusement donc, nous n'avons pas pu aboutir et Noël Châtelet a parlé de rage qui s'est emparée de nous. Oui, mais cette rage ne doit pas nous laisser immobiles, elle doit simplement nous mobiliser pour réussir mieux la prochaine fois que ce que nous avons pu faire dans le mandat qui s'achève. Ce point de vue vous intéresse que modérément, c'est les années écoulées et ma propre personne vous importe moins que le point de vue, bien entendu, d'Emmanuel Macron, car demain il aura des responsabilités plus importantes que les miennes. Je le représente devant vous et donc je vais vous transmettre son opinion. Premièrement, et comme la plupart d'entre vous, je pense, il considère que l'on meurt mal en France et que ceci n'est pas acceptable. On meurt plus mal en France que dans les pays du même niveau de développement. Il y a quelque chose à corriger au plus vite. Deuxièmement, Emmanuel Macron considère qu'il n'est pas opportun de légiférer dans la précipitation et la polémique, mais qu'il faut entraîner la population et leurs représentants vers les avancées que nous tous souhaitons avec un peu de conviction et de progressivité. Je vous transmets son point de vue. Je vous transmets son point de vue. Ceci ne dit pas que 5 ans vont être perdus, loin s'en faut, parce que il importera, évidemment, dans un délai assez bref, que cette question soit posée, puisque nous serons soumis très prochainement à la révision des lois de bioéthique, où la question de fin de vie ne peut pas manquer d'être traitée. Et donc, ce qui sera conduit dans les prochains mois, toutes prochaines années, c'est en même temps faire un travail de conviction, de débat qui est suscité d'emblée, en même temps que doivent être corrigées, comme ça a déjà été dit, les insuffisances des soins palliatifs. Mais tout ceci doit amener à être prêt lors de la toute prochaine révision des lois de bioéthique. Et ceci, à ce moment-là, devra pouvoir nous permettre enfin d'obtenir ce résultat que nous attendons avec tant d'impatience. Je veux ajouter qu'au XXe siècle, les femmes ont heureusement conquis enfin la libre disposition de leur corps. Il nous appartient à nous aujourd'hui, nous tous, de donner à tous les hommes et à toutes les femmes la disposition de leur corps et de leur vie. Parce que nous aimons la vie, nous souhaitons en maintenir la dignité du premier souffle jusqu'à son terme au dernier jour. Parce que nous respectons la liberté, l'égalité, la fraternité, nous devons donner à chacun le libre choix, le choix éclairé de sa fin de vie. Parce que nous respectons la laïcité. Et Emmanuel Macron a beaucoup insisté là-dessus. Parce que nous respectons la laïcité, nous ne pouvons pas permettre à une seule croyance, à une seule philosophie, d'imposer à toutes les autres son unique règle de vie. Bien sûr, nous respectons parfaitement ceux qui ne veulent pas recourir à une aide au moment de leur propre agonie, mais nous leur demandons aussi de nous respecter dans nos croyances différentes. C'est une nouvelle liberté que nous voulons promouvoir, un libre choix, sans que quiconque n'impose aux autres un point de vue personnel largement minoritaire dans notre pays, comme cela a été rappelé tout récemment. D'après l'INED, environ 4000 fins de vie sont réalisées dans nos hôpitaux
dans des conditions non conformes et en catimini. Ceci ne peut pas durer, car dans cette absence de transparence, certaines de ces fins de vie peuvent être effectuées par défaut, d'autres par excès. Je veux dire par là que, puisque ceci est hors du domaine de la loi, évidemment, les équipes concernées réalisent ces actes sans assurer la concertation nécessaire et souhaitable. Il y a donc probablement, aujourd'hui, des personnes dont la fin de vie est organisée sans qu'elles aient pu exprimer un point de vue favorable ou défavorable à celle-ci. Il en est d'autres où, au contraire, des personnes désireuses d'avoir une agonie qui soit raccourcie et rendue plus digne se voient privées du secours indispensable parce qu'il leur est rétorqué que la loi ne le permet pas. Et donc on voit bien qu'il y a dans cette hypocrisie, laisser faire en catimini ce que la loi interdit, il y a des risques importants qui ne sont pas chiffrés aujourd'hui, mais qui probablement représentent plusieurs milliers de cas chaque année. Il y a donc un côté indispensable à aboutir rapidement, et je vous l'ai dit, la séquence de la révision des lois de bioéthique sera probablement la plus adaptée, peut-être faisant moins de bouillonnement qu'une loi spécifique sur la fin de vie, mais aboutissant au même résultat, dans un peu plus de quiétude, et en donnant enfin cette possibilité à chacun de choisir la fin de vie qu'il le souhaite. Je veux ajouter qu'il faut prendre conscience que les médecins, dont je suis, sont aujourd'hui de plus en plus respectueux du droit et du choix des usagers du système de santé. Donc n'ayez pas peur de l'aspect cité tout à l'heure de réactionnaire de la part de certains qui existent encore dans le corps médical comme ailleurs et qui refusent toute avancée. Ce n'est plus aujourd'hui le cas de la totalité du corps médical, loin s'en faut, et il y a la possibilité d'amplifier la conviction de beaucoup de médecins pour qu'ils accomplissent leur mission, d'aider les personnes à vivre, puis de les aider à mourir dans le plus d'humanité, comme c'est leur devoir et comme c'est leur noble mission. En conclusion, il nous appartient, dès les toutes prochaines élections, de reprendre notre mission de conviction de la totalité des futurs députés et des sénateurs pour que nous soyons prêts lors de la très prochaine révision des lois de bioéthique et que Alors, je pense que la question est arrivée jusqu'à Jean-Louis Touraine qui va répondre. L'année n'est pas fixée, mais elle ne saurait pas excéder un délai de 2 à 3 ans. S'il vous plaît, on va laisser conclure Jean-Louis Touraine. Je pense que ce temps peut être utilisé à amplifier la conviction qui a déjà beaucoup progressé dans les toutes dernières années parmi les représentants du peuple et qui nous permettra que, enfin, ce progrès très attendu, dont je partage le point de vue de Noël Châtelet et de feu sa mère, que ceci devrait déjà être réalisé depuis longtemps, eh bien enfin que ce progrès très attendu puisse recueillir une large majorité, sans discussion excessive, en France, avec une réalisation de fait dès ce mandat prochain. Merci. Jean-Louis Touraine, représentant d'Emmanuel Macron, merci beaucoup. Vous venez donc d'entendre l'avis, le positionnement, les engagements des principaux candidats à l'élection présidentielle. On vous a donné ce chiffre à plusieurs reprises cet après-midi, cette enquête IFOP de la DMD, 39% des électeurs qui peuvent faire évoluer leur vote en fonction de ces positionnements que vous venez d'entendre. Je suis sûr que la propension ici est beaucoup plus grande.
Il fallait entendre chacune de ces positions pour pouvoir ensuite vous décider et être des militants encore plus renseignés, encore plus actifs. Merci de votre attention. Évidemment, pour terminer, pour conclure, pour réagir à tout ce qui vient d'être dit cet après-midi, je vous demande d'accueillir Jean-Luc Romero, président de la DMD. Monsieur le Premier adjoint, merci d'être resté à nos côtés et merci à la ville de Paris et à ses élus, à sa majorité, de soutenir depuis longtemps avec Anne Hidalgo le droit de mourir dans la dignité. Là, c'est une constance qui est importante pour nous et évidemment, je remercie aussi les différents maires et élus de Paris qui ont été aujourd'hui présents et qui sont toujours à nos côtés. Alors, vous avez entendu là devant vous des personnalités politiques qui joueront sûrement un rôle important dans les semaines qui viennent. Certaines, sur la question de la fin de vie, vous ont plu. D'autres, c'est naturel, vous ont déplu. M'ont déplu. Alors, je voudrais vous rassurer quand même. Évidemment, vous avez entendu tout à l'heure le candidat de François Fillon dire des contre-vérités absolues. Mais je pense que c'était très bien qu'il vienne dire ces contre-vérités absolues. Parce que nous allons pouvoir montrer qu'une fois de plus, tout cela est faux, tout cela est des fantasmes. Et puis, quelque part, vous avez entendu ces sondages, et puis vous connaissez cette réalité. Il suffit d'aller dans la rue. Les électeurs aussi de François Fillon sont tout à fait favorables à ce droit de mourir dans la dignité. Eh bien, ils vont connaître officiellement la position et officiellement les fantasmes qu'on continue à donner. Je pense que beaucoup d'entre eux tireront certainement les conclusions. Alors, je remercie les uns et les autres, ceci dit, d'avoir joué le jeu de la transparence démocratique et de nous avoir indiqué, parce que dans ce domaine, je pense qu'ils ont plutôt tous été très honnêtes. Excusez-moi, parce qu'il y a l'oreillette que j'enlève et qui est en train de tomber, donc je la remets dans ma poche, ce sera plus simple. Avec un certain courage parfois, quelle serait la politique relative au droit de mourir dans la dignité qui serait mis en cause dans le cadre de leur accession à la présidence de la République ou de celle de leur champion. Alors ceci dit, je regrette cependant que certains candidats n'aient même pas répondu à notre invitation. Cette ignorance aussi, ce mépris sont sans aucun doute une sorte de réponse que nous avons bien reçue. Alors je rappelle à toutes et à tous que la DMD, c'est près de 70 000 adhérents actifs. Et donc que le tout dernier sondage réalisé par l'IFOP au début du mois de mars indique 4 chiffres importants. Philippe vous les a dit à plusieurs reprises, mais je pense qu'il faut qu'on insiste parce que c'est ces chiffres qu'il va falloir largement diffuser dans les semaines qui viennent, à la fois pour la présidentielle, mais aussi et surtout pour les élections législatives. 90% des Français, 9 Français sur 10, approuvent l'autorisation pour les personnes souffrant de maladies insupportables de recourir à un suicide assisté. Et la question du suicide assisté n'avait pas souvent été posée dans les sondages. Eh bien, on nous disait les gens sont plutôt pour l'euthanasie, pas pour le suicide assisté. Eh bien, on voit très clairement 9 Français sur 10 sont pour le suicide assisté. Pour 95% des Français, 95, la loi française devrait autoriser les médecins de mettre fin sans souffrance à la vie de personnes atteintes de maladies insupportables si elles le demandent. 39% des Français déclarent que les questions du droit de mourir dans la dignité, le droit à l'euthanasie, le droit au suicide assisté, auront aussi une importance dans leur vote. Il faudra diffuser ce chiffre. Et surtout, 32% des Français, c'est-à-dire un Français sur 3, se déclarent prêts à renoncer à voter en faveur d'un candidat proche de leur sensibilité politique, mais qui, sur les questions liées à la fin de vie, se déclarerait opposé à la légalisation de l'euthanasie. Quand on sait que les élections se jouent, et notamment pour les élections législatives, souvent à quelques points, ce chiffre est pour nous édifiant et incontestablement encourageant. Le droit de mourir dans la dignité, et vous le savez ici, est donc l'une des préoccupations majeures de nos concitoyens et un sujet de quasi-unanimité. Alors pourquoi, dites-vous encore, nos lois n'avancent-elles pas plus vite? Pourquoi sommes-nous bloqués dans un no man's land où le mourant est aux prises avec lui-même durant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, sans alimentation, sans hydratation? Pourquoi la sédation terminale
du cher docteur Leonetti a-t-elle les seules faveurs de notre Parlement au détriment de l'administration létale, humaine et respectueuse des consciences de chacun, alors que les deux sont incontestablement utiles et complémentaires? Je vais vous dire, certes, il a évolué, cher Jean-Louis, mais le puissant lobby des mandarins, et tu es un mandarin, mais tu ne fais pas partie de ces gens qui se sont toujours opposés à notre liberté, pour certains ignorants de la réalité des chambres d'hôpital, où seuls souvent s'activent de jeunes médecins, des étudiants, des infirmières et des aides-soignantes admirables, tous bien démunis, devant les cris d'angoisse des malades dont ils ont la charge. Des grands pontes de la médecine qui refusent trop souvent encore d'abdiquer ce pouvoir de vie et de mort qui les place au-dessus des hommes, presque des demi-dieux. Et puis l'influence de certains responsables de l'Église catholique, voire des trois grandes religions monothéistes, qui, contrairement d'ailleurs à la plupart de leurs fidèles, à la plupart des croyants, et je sais qu'il y a forcément dans cette salle de nombreuses personnes qui sont croyantes ici, parlent encore du terme naturel de la vie, en opposition à une mort provoquée par une euthanasie ou un suicide assisté, alors que la mort naturelle, vous le savez, existe de moins en moins dans nos sociétés, et où les malades finissent leur vie dans des hôpitaux au plateau techniques hyper sophistiqués, où des machines peuvent maintenir en survie des corps vides de toute vie réellement humaine, où des salles d'expérience se nourrissent parfois encore des êtres que nous aimons. Les grands pontes de la médecine, les représentants des églises, autant de voleurs de liberté qui, avec le visage de la bienveillance et les mots de la compassion, nous condamnent, et pire encore, condamnent nos amours, nos parents, nos enfants et nos amis, à la souffrance, à la déchéance, à la terreur d'une nuit d'encre qui ne s'achève jamais. L'Association pour le droit de mourir dans la dignité, dont vous êtes ici cet après-midi les ambassadeurs, ne donnera bien sûr aucune consigne de vote pour les élections qui viennent. Notre association est et doit rester apolitique, c'est sa force, c'est aussi sa richesse. Mais la DMD a un devoir d'information et bien sûr d'interpellation. C'est ce qu'elle fait aujourd'hui, là devant vous, mais c'est ce qu'elle va continuer à faire à travers le site d'interpellation qu'elle a mis en œuvre et qu'elle développe depuis plusieurs semaines, site qui servira non seulement pour les élections présidentielles, mais bien sûr pour les élections législatives qui sont déterminantes. Vous qui êtes des militants de la fin de vie digne, certains adhérents de notre association depuis ses tout débuts, en 1980, 37 ans, ne vous laissez pas gagner par le fatalisme. Non, nous ne sommes pas condamnés à mourir et à voir mourir nos proches dans des conditions inhumaines, indignes, que nous ne tolérerions même pas pour nos animaux domestiques. Nous pouvons, par notre vote, obtenir ce nouveau droit, celui de choisir les conditions de notre propre fin de vie dans les toutes prochaines années. C'est un choix que nous devons faire en conscience au moment de choisir notre bulletin de vote et de le glisser dans l'urne. Certes, nous avons le sentiment d'avoir été trahis par de belles promesses en 2012 qui se sont transformées de commission en rapport en renforcement de la loi écrite par nos opposants, toujours les mêmes, je dirais plutôt toujours le même. Alors pourquoi y croire aujourd'hui? Parce que chaque jour, et vous le voyez, vous le sentez, nous avançons un peu plus. Chaque jour, nos arguments convainquent plus de Français. Chaque jour, des drames épouvantables rapportés par la presse nous démontrent combien on meurt si mal dans notre pays. Je vous l'assure, je le sais, je le sens aussi, nous y arriverons. Les Néerlandais, les Belges, les Luxembourgeois, les Suisses, les Canadiens et tant d'autres y sont parvenus. À ce jour, 166 millions de citoyens de ce monde vivent sous la protection d'une loi d'ultime liberté. Mon ambition, notre ambition, tous ensemble, est que 65 millions de Français rejoignent ces 166 millions de personnes et que, nous aussi, nous vivions dans la sérénité de celles et de ceux qui savent qu'ils ne mourront pas autrement que de la façon qu'ils souhaitent, les yeux ouverts, comme l'a si merveilleusement écrit la regrettée Marguerite Yourcenar. Merci encore à vous d'être venus de tous les coins de notre beau pays, malgré les difficultés pour certains, de notre Île-de-France et bien sûr de notre belle capitale, Paris. Merci à nos orateurs, aux personnalités, aux représentants des associations laïques ici présentes et encore à la maire de Paris, à son premier adjoint qui sont toujours à nos côtés. Et je sais pouvoir compter sur chacune et chacun d'entre vous dans les semaines qui viennent jusqu'au mois de juin,
Allons dans toutes les réunions des candidats aux élections législatives. Disons-leur l'urgence d'une loi d'ultime liberté. Rappelons-leur que 90% et plus des Français, leurs électeurs, attendent une telle loi. Si toutes et tous, vous ici présents, si nos 70 000 adhérents deviennent, à travers tout le pays, aux côtés de nos 120 délégués, des militants de notre loi républicaine et laïque, nous ne pourrons qu'y gagner. J'y crois vraiment. Mon corps m'appartient, votre corps vous appartient, ma mort m'appartient, votre mort vous appartient. Crions-le désormais très fort et n'acceptons plus jamais que les voleurs de liberté nous imposent leur société d'un autre temps. Battons-nous sans relâche avec la folle énergie de celles et ceux qui savent l'immense progrès pour toutes et pour tous que serait notre loi, et nous gagnerons enfin, soyons-en vraiment convaincus, notre ultime liberté. Vive la DMD, vive la DMD, vive la liberté. Je vous remercie.